avec Monsieur Lebouc, je vous propose de passer plutôt par le chat. Voilà, donc si après Monsieur Lebouc, voilà, vous avez la main si vous souhaitez activer les micros des participants, voilà, vous pouvez le faire sans problème. Voilà, le webinaire sera bien sûr enregistré et puis vous pourrez le revisionner un petit peu plus tard sur notre site. Voilà, très bon webinaire à tous. Eh bien, merci et bonjour à tous. Donc, n'hésitez pas en tout cas sur vos questions et puis si on peut avoir un peu d'interaction effectivement sur la fin de ce rendez-vous de manière orale, c'est toujours un plus. Donc, n'hésitez pas en tout cas. Je vais vous présenter, donc je vais vous partager mon écran. Euh, voilà. Et puis, je vais pouvoir. Voilà, donc. Je vais vous parler aujourd'hui de pratiques de conception numérique responsable, ou plus précisément éco-responsable, puisqu'on va mettre l'accent sur la partie écologique de la responsabilité numérique. Pour me présenter rapidement, moi je suis le dirigeant de Green Spector que j'ai fondé il y a bientôt 11 ans. Dans lequel j'ai engagé donc une entreprise à mission, hein, puisqu'on a pour mission de réduire l'impact environnemental du numérique, des applications, des sites, tout ce qui va concerner, on va dire, des services numériques ou qui vont utiliser bien sûr du logiciel et du matériel. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. On est 13 personnes aujourd'hui, 13, 14, 15, oui, 15 personnes, pardon. Green Spector développe donc des expertises donc, et des solutions pour mesurer, analyser et améliorer les services numériques, parce qu'effectivement, tout démarre finalement par la mesure pour pouvoir finalement voir si on s'améliore, voir si la mesure est bonne ou pas bonne. Donc effectivement, c'est là-dessus que nous, on a mis l'accent pour pouvoir accompagner des projets avec une solution hein, qui donc va apporter cette capacité dans les projets, dans l'intégration continue des développements, pour que les concepteurs d'applications puissent intégrer à tous les niveaux, à tous les moments, cette notion de mesure et la piloter et la suivre de manière régulière pour éviter les faux pas, on va dire, et tous les pièges que peut nous tendre un projet de service numérique. Donc l'objectif est bien sûr de réduire l'impact environnemental de ces services. Maintenant, il y a plein d'autres enjeux, bien sûr, derrière la sobriété ou la frugalité du numérique. Et donc l'objectif va bien sûr au-delà de l'impact environnemental qu'on peut réduire, mais aussi aller chercher de la performance, aller chercher de l'autonomie, hein, quand on est par exemple sur un objet connecté à contrainte électrique ou une application mobile, donc sur un smartphone. On va avoir cette contrainte électrique, donc on va augmenter l'autonomie, mais c'est aussi moins solliciter les infrastructures, donc gagner en coût total de possession d'une solution hein, numérique. Voilà, tous ces éléments-là vont contribuer à faire en sorte que la sobriété, la frugalité numérique vont avoir des gains non seulement environnementaux, mais aussi économiques ou opérationnels. Voilà, aujourd'hui, on a mesuré énormément d'applications, plus de 2000 applications mesurées. On a beaucoup je dirais, étoffé ce savoir-faire à travers des nombreux projets de R&D en France et en Europe pour pouvoir finalement aujourd'hui avoir ce banc de mesure dédié. Donc, on a un banc de mesure qui permet de piloter à distance la consommation d'une application, qu'elle soit web ou mobile, et prochainement sur les objets connectés. Donc, de manière à ce que vous n'ayez rien installé dans votre projet et que tout se passe à distance pour pouvoir mesurer donc ce parcours, ce use case et pouvoir l'analyser derrière. Voilà. On est également reconnu par le label Solar Impulse comme solution, donc parmi les solutions pour changer le monde. Voilà. Donc, comment on change le monde? Aujourd'hui, je vais vous parler donc des bonnes pratiques de conception responsable. Alors, avant de parler de ces 15 bonnes pratiques, moi je voulais commencer par le fait qu'en général, le référentiel est un sujet vraiment important, à avoir des bonnes pratiques, faire en sorte que les développeurs et toute l'équipe, pas que les développeurs, mais l'ensemble des acteurs puissent comprendre ces bonnes pratiques et puissent les intégrer dans ces bons réflexes, on va dire, tout au long du projet. Et bien sûr, forcément une bonne chose et presque un préalable, même si effectivement on peut aussi se tromper et corriger après.
La correction étant plus chère que de bien faire du premier coup, eh bien, on aura forcément un surcoût. Mais en tout cas, le référentiel de bonnes pratiques, de pratiques de sobriété ou de frugalité, va être un atout supplémentaire à déployer dans une équipe pour concevoir au mieux un service numérique. Les points essentiels que j'aimerais partager avec vous, au moins pour introduire ce moment, c'est que il faut faire attention à ne pas avoir une approche trop technocentrée autour de ces sujets de d'éco-responsabilité ou d'éco-conception, puisque finalement, un service numérique couvre énormément de sujets, couvre énormément d'expertise, couvre énormément de profils différents qui vont participer à ce projet numérique. Et effectivement, à chaque moment de ce projet, on va pouvoir finalement influer sur cette sobriété ou cette frugalité. Bien sûr, il va y avoir des notions plus techniques, hein, avoir une bonne architecture, faire en sorte qu'elle soit moins énergivore, qu'elle soit, on va dire, plus facile on va dire, à scaler, plus facile à déployer, et puis, bien sûr, moins consommatrice quand on va l'utiliser. Voilà, il faut qu'elle soit taillée finalement par rapport au projet, sans faire de grosses erreurs dans les frameworks, dans les bibliothèques qu'on va utiliser, parce qu'effectivement, il y en a des très dispendieuses, il y en a d'une certaine manière, certaines qui vont vous tirer vers le bas en termes de consommation de ressources, qui vont certes répondre aux besoins, mais peut-être aussi avec une contrepartie qui est une consommation très forte. Donc ça peut être un des sujets, en tout cas, à explorer effectivement, quand on adresse ce sujet de l'éco-responsabilité. Et puis, bien sûr, il va y avoir énormément d'autres choses pendant les phases un peu plus, on va dire, fonctionnelles, par exemple, hein, quand on décrit des parcours, quand on décrit des fonctionnalités attendues, à un moment donné, il faut se poser la question, en ai-je vraiment besoin? Comment cette fonctionnalité va interagir avec mon utilisateur? Comment elle va se situer finalement dans mes parcours? D'une certaine manière, voilà, il va falloir répondre à ces questions, mais déjà, la première question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui viendra peut-être après? Il faut que je regarde déjà comment mon produit je dirais, se situe sans cette fonctionnalité, et peut-être que je la rajouterai après parce que j'estime qu'elle apporte vraiment quelque chose de plus à mes utilisateurs. Donc, la conception fonctionnelle est importante. Dans cette conception fonctionnelle, on va avoir aussi des éléments qui vont nous faire dire, ah, cette fonctionnalité, elle est peut-être très intéressante, mais elle coûte aussi très cher. Donc, comment on la dégrade, comment on la revoit, comment on essaye de faire en sorte que pour avoir quelque chose qui dégrade peut-être un peu le fonctionnel, on aura un coût qui sera bien réduit finalement en termes d'impact derrière. Donc il y a forcément des arbitrages à faire qu'on peut faire aussi avec les leviers de la sobriété. Parfois c'est d'autres leviers, ça coûte cher, c'est peut-être trop lourd à gérer, hein. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on ne souhaite pas intégrer une fonctionnalité. Mais du coup, la sobriété peut être un vrai sujet de priorisation ou de choix des fonctionnalités qu'on va mettre à disposition de l'utilisateur. Et puis, l'ergonomie va être un sujet aussi, puisque dans l'ergonomie, on va avoir, bien sûr, le fait de pouvoir dire rapidement, facilement, de manière efficace pour mon utilisateur, je vais l'emmener d'un point A à un point Z. Et l'objectif, c'est de se dire comment je le fais finalement le plus rapidement possible. Une des logiques finalement de l'impact environnemental, c'est que plus on va passer de temps sur un device utilisateur, à soit attendre, mais aussi à avoir un parcours qui est un peu plus long, qui nous fait attendre finalement en tant qu'utilisateur, et plus aussi on va avoir un impact électrique au niveau de l'utilisateur, et probablement à d'autres endroits dans le réseau, à plein d'endroits, finalement, puisqu'on va, d'une certaine manière, attendre davantage une réponse, ou en tout cas actionner un certain nombre d'étapes, où finalement, si l'ergonomie, d'une certaine manière, vous oblige à attendre parce que vous n'avez pas compris ce qui se passe sur l'écran, c'est pas très clair, eh bien votre utilisateur est probablement perdu et il va avoir plus de temps pour bien comprendre comment il doit faire son parcours. Le design, le graphisme vont forcément avoir un impact, hein. Il y a des graphismes, voilà, vous imaginez bien effectivement des choses qui peuvent avoir un impact. Et tout ce qui va être animé, de manière générale, va solliciter des ressources, notamment côté de l'utilisateur. Et tout ce graphisme, il peut avoir un intérêt, mais parfois il peut être un peu superflu. Est-ce que j'avais vraiment besoin, voilà, de mettre une petite étoile qui brille ou quelque chose qui fait que ça va un peu égayer mon site? Attention à tout cet aspect graphique, attention au design, attention aux couleurs. Il y a plein de choses qui peuvent venir, en tout cas, renforcer un impact donc et dégrader la sobriété. Et puis pareil, dans la partie technique,
on va avoir aussi, bien sûr, plein d'éléments sur lesquels on peut travailler, bien sûr dans le code, améliorer son code, dans l'intégration des briques qu'on va avoir, dans leur paramétrage. Parfois, on va se dire, bah, tiens, par défaut, je vais prendre ce composant, mais peut-être que la manière de l'intégrer va avoir aussi une influence sur la consommation d'un parcours, qu'il soit web ou mobile ou un objet connecté, par exemple. Et puis les contenus, parce que forcément, à un moment donné, il y a des contenus, hein, avec une gestion de contenu et on va dire une manière de gérer ce contenu qui va derrière probablement, qui peut en tout cas déséquilibrer un service numérique si on met des contenus un peu trop lourds, un peu trop riches, pas au bon endroit. Donc attention effectivement aussi à la partie contenu. Donc vous voyez, on voit qu'on est sur une approche qui est multi-profil, multi-domaine pour arriver à faire un service numérique qui va recouvrir un niveau de sobriété ou de frugalité. Et donc le fait de dire que le sujet de l'éco-conception est un sujet d'expert technique, il y a probablement des choses qui sont liées à l'expert technique, bien sûr, on l'a dit dans le code ou l'intégration, mais on voit bien qu'il y a d'autres domaines qui n'ont rien à voir directement avec la technique informatique, mais plutôt qui ont quelque chose à voir avec souvent du bon sens, de l'arbitrage, avoir aussi le courage de dire non, ça c'est trop lourd, il faut qu'on fasse attention. Donc c'est plein d'éléments et qui ne s'arrêtent pas d'ailleurs, puisque c'est un des éléments que je donne après, qui ne s'arrêtent pas d'ailleurs uniquement quand on a mis en production. Tout ça évolue. Une fois qu'on a mis en production, eh bien, un service numérique, eh bien, il continue à évoluer. Donc le contenu, par exemple, il peut y avoir du contenu qui évolue dans mon site. Donc ça, c'est voulu. Il y a des nouvelles fonctionnalités. Ça aussi, c'est voulu. Je veux intégrer une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle page. Mais il y a aussi des choses qui sont subies. Par exemple, les operating systems évoluent, les navigateurs évoluent, un certain nombre d'éléments évoluent sans que vous en soyez les responsables. Mais d'une certaine manière, si vous ne prenez pas en compte leur évolution et peut-être des changements dans les pratiques que vous avez intégrées dans votre site ou dans votre application mobile, eh bien, vous allez avoir finalement peut-être à un moment donné quelque chose qui était à un moment donné plutôt sobre ou frugal et qui va peut-être se déséquilibrer avec l'évolution de ces technologies. Donc attention finalement à ne pas penser qu'une fois que vous avez fait le travail une bonne fois pour toutes, vous allez avoir des évolutions, qu'elles soient voulues ou subies, qui vont finalement intégrer quelque chose finalement de moins équilibré ou de moins frugal. Ce qui est important, c'est qu'il faut toujours voir les bonnes pratiques ou la manière de procéder dans la frugalité et la sobriété en regardant l'impact qui va être créé par le logiciel sur le matériel. Il faut penser au matériel en disant, mais quand je fais ça, qu'est-ce que je demande à faire à mon matériel? Je lui demande d'ouvrir une cellule radio, par exemple, sur un smartphone pour dire, je vais faire un échange de données. Donc, l'ouverture d'une cellule radio a un coût matériel. Voilà, un transfert de données va avoir un coût sur le réseau, etc., etc. Donc, on voit bien que derrière, tout ça, c'est un peu du bon sens. C'est de se dire comment j'arrive à traiter ce sujet en essayant d'avoir une représentation physique de quelque chose qui est très virtuel, en pensant finalement à l'impact que je vais avoir sur le matériel. C'est pas toujours facile. Et puis parfois, il peut y avoir des déséquilibres. Vous créez une optimisation d'un côté. On va dire, j'aimerais bien que mon client travaille moins, que mon serveur travaille moins. Et peut-être que vous allez reporter cette pollution, cet impact, d'un autre côté, en faisant faire le traitement d'un autre côté, ce qui fait que finalement, vous n'avez peut-être rien gagné. Voire parfois, ça peut dégrader l'ensemble de la chaîne. Donc attention, effectivement, à bien penser au matériel et à le penser sur l'ensemble de la chaîne, en disant, quand j'optimise là, je ne suis pas en train de dégrader quelque chose à côté. Donc c'est vraiment important d'avoir des bonnes pratiques qui prennent l'ensemble de la chaîne. On voit aussi beaucoup de bonnes pratiques qui améliorent des choses côté client, mais qui détériorent des choses parfois côté serveur ou côté réseau. Donc attention à ne pas commettre d'erreurs qui seraient des reports de pollution et qui n'appelleraient pas forcément un gain. Voilà. Attention aussi, si on rentre, sans trop rentrer dans la technique, mais on peut avoir finalement la volonté de dire je vais essayer de faire moins de traitements et je vais mettre beaucoup de choses en mémoire qui vont me permettre finalement, plutôt que de refaire un traitement, de charger énormément la mémoire. Parfois, on n'a pas le choix, bon, ça peut être le cas, mais parfois on a le choix et peut-être charger beaucoup en mémoire, ça veut dire que vous reportez finalement une pollution finalement de la CPU, du traitement, de la capacité de traitement, à finalement quelque chose qui va être géré en mémoire, que vous n'aurez pas à recalculer, à refaire, mais qui va aussi avoir un impact, puisque quelqu'un qui a peu de mémoire, eh bien, à un moment donné, il va plus pouvoir respecter ce prérequis de demande de mémoire par votre service numérique, et donc il va être bloqué, et finalement, vous créez une exclusion aussi de ces utilisateurs qui ne vont pas avoir assez de mémoire. Donc, et forcément,
si on va au bout de la chaîne, ces utilisateurs pourront toujours se dire « Ah, il faut que je change mon matériel, il n'est pas suffisant, ou je ne peux pas faire tourner plusieurs applications en même temps alors que j'en ai besoin. » Et donc, à un moment donné, il va se dire « Peut-être que vous allez provoquer un changement de matériel qui va avoir un impact matériel sur cet utilisateur, un impact environnemental, bien entendu. » Donc, attention effectivement à ne pas faire des reports de pollution, que ce soit sur l'ensemble de la chaîne, mais aussi sur la partie qui concerne donc, les reports de pollution sur différents indicateurs techniques ici, comme je les ai exprimés, mais ça peut être d'autres indicateurs. Et les référentiels de bonnes pratiques, puisqu'on parle de bonnes pratiques, et donc on parle d'un certain nombre de bonnes pratiques, je vous en donne quelques-unes après, mais ce n'est qu'un moyen. Quand on dit ça, c'est je fais quelque chose et j'espère un résultat meilleur en termes d'impact. Par contre, ça ne veut pas dire que vous l'aurez ce résultat sur l'ensemble des bonnes pratiques que vous allez mettre en œuvre dans votre projet. Puisque finalement, vous n'engagez que des moyens, mais vous n'êtes pas encore sûr que le résultat va être là. On pourrait dire qu'une bonne pratique va forcément apporter un mieux, mais il n'est pas sûr que vous ayez adressé l'ensemble des bonnes pratiques qui vont permettre d'avoir un résultat qui soit positif. Donc attention à ne pas reposer toute votre stratégie, on va dire, de développement ou de conception d'un service numérique en pensant qu'il est suffisant d'appliquer un référentiel. Il n'y a qu'une chose sur laquelle je reviendrai, c'est de mesurer. À un moment donné, le juge de paix, c'est un résultat. Et donc, on veut obtenir un résultat, quels que soient les moyens que j'utilise, d'une certaine manière. Bien entendu, il faut qu'ils vous apportent une sérénité, une sécurité, une accessibilité, un certain nombre d'autres éléments, mais finalement, vous devez vous positionner sur une logique de résultat à obtenir pour obtenir cette sobriété. Qu'elle soit fonctionnelle, c'est difficile de dire cette fonctionnalité n'a pas de sens. Tant que finalement on n'a pas le droit, le choix de le faire en disant finalement je l'enlève. Donc c'est difficile de dire que c'est une mauvaise pratique d'ajouter des fonctionnalités. À un moment donné, on a besoin quand même d'avoir une interaction avec son utilisateur. Donc c'est difficile de le maîtriser. Donc le résultat va vraiment être la concordance de l'ensemble de ces efforts qu'on va faire sur l'ensemble des sujets et qui ne reposent pas uniquement sur des bonnes pratiques. Parmi les bonnes pratiques, je vais vous en donner quelques-unes qu'on a rencontrées. Toutes ces bonnes pratiques sont globalement issues des projets qu'on a mesurés, qu'on a regardés, qu'on a essayé d'observer pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait améliorer. Le premier que je vous propose, c'est plutôt sur du traitement qui est lié à un traitement graphique. Ici, c'est un carrousel d'images. On n'en voit pas forcément beaucoup, mais il y en a quand même pas mal dans les sites web. On voit qu'effectivement, ça permet d'apporter un certain niveau d'image, de pouvoir dire, tiens, j'ai quelques idées à faire passer, et le temps que la personne va être sur mon site, je vais pouvoir faire passer mes 4 ou 5 événements, mes 4 ou 5 idées clés, mes 5, voilà, probablement réduits sur un certain nombre d'images que je veux présenter, et qui va apporter un dynamisme, mais aussi probablement des éléments intéressants à communiquer vers l'utilisateur. On voit ici, à travers cette étude, quand on a mis en place un carrousel, quand on a audité ce site où il y avait un carrousel, qu'on pouvait jouer sur la fréquence de balayage, qu'on pouvait jouer sur un certain nombre d'éléments, et on se rend compte que finalement, ce dynamisme dans la page qui permet de faire tourner cette page finalement dans l'écran va avoir un impact non négligeable, puisque sans le carrousel, on va avoir un impact à peu près 5 fois inférieur au fait qu'on ait un carrousel. Donc, quand on a un carrousel avec un balayage de 5 secondes. Un peu moins quand c'est 10 secondes, un peu moins quand c'est 20 secondes. En même temps, quand c'est 20 secondes, peut-être que l'utilisateur a déjà lu et ne verra même pas la deuxième image. Donc, est-ce que le carrousel est utile? À 10 secondes, on peut se poser la question. Mais si on reste sur la logique d'avoir quand même une interaction avec l'utilisateur, le 5 secondes est probablement la bonne fréquence de balayage. Maintenant, par rapport à ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce carrousel? Première question. Ou comment je peux, finalement, à partir du moment où je sais que j'ai un rapport de 1 pour 5 dans ma page complète, en termes de consommation, est-ce que finalement je garde ce carrousel? Ou en tout cas, je peux me poser la question du bénéfice par rapport à l'impact que va créer ce carrousel. Eh bien ici, le choix qui a été fait, en fait, avec la maîtrise d'ouvrage, avec la maîtrise d'œuvre derrière, c'est de dire, plutôt que de faire un carrousel, je vais changer l'image à chaque fois que l'utilisateur revient sur la page et il aura une autre idée qui va s'exprimer dans la page. Bien sûr qu'on ne répond pas tout à fait aux besoins, mais on a dégradé le fonctionnel pour arriver à dire finalement je divise par 5 la consommation et je suis beaucoup plus sobre comme ça sans intégrer ce mécanisme dynamique dans ma page. Voilà un des sujets. Donc attention aux éléments graphiques, attention à tout ce qui est script, attention à tout traitement qui sont dans les pages. Qu'est-ce qui se passe derrière? Nous avons du JavaScript qui est derrière. Bien sûr, nous avons des images, du contenu image, mais nous avons aussi du JavaScript qui vient finalement interagir avec l'operating system, avec l'ensemble des couches qui se trouvent sur un téléphone, sur un PC, et qui va consommer derrière
cette énergie. Le JavaScript est un langage non compilé qui va consommer beaucoup d'énergie. Il n'est pas très bien interprété par les téléphones ou les ordinateurs, ce qui fait que derrière, ce langage non compilé va consommer beaucoup d'énergie. Il est facile à utiliser, il y a beaucoup d'avantages à ce langage, mais par contre, il faut l'utiliser avec parcimonie, puisque derrière, on va avoir à la fois de la consommation de data, qui est importante, puisque ces JavaScript, il faut les charger dans la page, donc ça peut représenter un volume non négligeable, parfois supérieur d'ailleurs aux médias images qui vont être utilisés dans un carrousel. Mais aussi, donc, du coup, quand on va les jouer, quand on va les utiliser, eh bien, ils vont consommer beaucoup d'énergie en local. Donc, pas de consommation directement sur le serveur, mais là, c'est un traitement qui est délocalisé côté client et qu'on peut éviter finalement peut-être en ayant une stratégie peut-être un peu moins en réponse avec le fonctionnel, mais en tout cas qui peut, en tout cas, en dégradant un peu le fonctionnel, répondre quand même au sujet principal. Des animations à limiter. Ici, c'est un retour d'expérience qu'on a eu avec une grande multinationale qui effectivement poussait beaucoup sur la sobriété numérique, disait qu'ils avaient le site du CAC 40 le plus éco-responsable, le plus sobre, le plus efficient, etc. etc. Et puis effectivement, quand on le mesurait concrètement, pas quand on mesurait, on va dire, des bonnes pratiques de la page en tant que telle et des trafics réseau qu'on peut avoir, du nombre de requêtes, etc., qui étaient plutôt bien, qui avaient plutôt une bonne note, quand on la mesurait, nous on l'a mesuré en disant, bah non, au contraire, votre site, c'est l'un des plus consommateurs qu'on peut avoir, et en moyenne, il est plus consommateur, il est dans les 20% les plus consommateurs des sites qu'on mesure. Bon, du coup, c'est un peu pénalisant quand on vous raconte ça, et on vous dit, bah, c'est pas très compliqué, vous avez une petite animation qui est un soleil qui se vide et qui se remplit dans la page, il est dans chaque page, donc c'est assez pratique. Donc chaque page qu'on mesure, on retrouve ce mécanisme, et qui fait que potentiellement, vous allez pouvoir diviser par 2 la consommation de votre page. Donc là, c'est intéressant parce que est-ce qu'il y a un apport fonctionnel? Est-ce qu'il y a un apport ergonomique? Est-ce qu'on crée un dynamisme qui est vraiment précieux pour l'environnement de la page? Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut avoir 2 images ou 3 images? Une image qui se remplit pleine, une image à moitié pleine, et on arrive à reconstituer le mouvement. En tout cas, on peut se poser la question sur cette animation. Et effectivement, 50%, pouvoir réduire et diviser par 2 toutes les pages du site sur un site où il y a beaucoup d'accès, beaucoup de gens qui viennent sur ce site, eh bien, les gains sont non négligeables. Et ici, effectivement, pour un site qui se prétendait effectivement être très sobre, eh bien, on a, avec très très peu d'éléments, simplement en enlevant cette animation graphique, on a pu diviser par 2. Voilà. Et on voit que dans le petit graphique que vous avez les phases de chargement de la page, les phases de lecture ou de scroll, où finalement on voit que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, finalement, ce qui remporte finalement l'impact le plus important, c'est finalement cette animation qui reste là et qui, comme elle consomme beaucoup, finalement, ça écrase le reste de la consommation des autres éléments de la page. Même si j'ai des images affichées, même si j'ai d'autres éléments avec du script également, c'est cette animation qui fait qu'on a du mal finalement à récupérer une bonne consommation dans la page. Un autre élément, arrêter les traitements inutiles. Alors là, on est clairement toujours sur le poste client. Qu'est-ce qui se passe sur un poste client quand je charge une page? Quand je charge une page sur un navigateur, c'est le schéma qu'on voit en haut, il y a un temps de chargement, à un moment donné, la page est chargée, ici complètement chargée, quand je dis tous les éléments ont été intégrés dans la page et permettent, elle peut être fonctionnelle plus tôt, mais en tout cas, on a des éléments, à partir de 20 secondes, on commence à avoir des éléments qui sont complètement chargés, et après, on est plutôt sur des éléments d'interactivité, probablement du JavaScript qui continue à être utilisé, qui continue peut-être à afficher des choses qu'on ne voit pas encore. Et puis ensuite, à partir de 25 secondes, ici, on a des éléments qui sont, on a finalement mis le navigateur en background, c'est-à-dire qu'on est sur un autre onglet où on a carrément on est carrément sorti du navigateur pour la mesure. Et en fait, ici, on s'aperçoit qu'on a à peu près 1 watt entre le moment où on est parti à 0 et le moment où on arrive ici au-delà de 30 secondes. Ce watt-là, c'est une consommation qui est résiduelle. C'est-à-dire que c'est une consommation que vous allez avoir du mal à éviter parce que finalement, quand vous êtes utilisateur, là on se place côté utilisateur, parce que ce watt-là, c'est des traitements qui continuent, des petits scripts, des éléments qui sont dans la page et qui font qu'il y a des mises à jour, il y a des données qui transitent, il y a finalement des choses qui continuent à agir sans que vous soyez là. Donc c'est comme si vous aviez laissé la lumière dans une pièce dans laquelle vous n'allez pas retourner, ou vous allez retourner plus tard, mais vous attendez pas, effectivement, vous préférez rallumer la lumière quand vous en avez besoin. Ben, ici, dans cette page, on voit clairement
C'était un constat qu'on a pu faire sur à peu près 700 ou 800 sites qu'on avait mesurés sur une étude pour l'ADEME. On avait remarqué qu'effectivement, énormément de sites, en moyenne d'ailleurs, la consommation d'un onglet qui reste qui permet de masquer finalement, qui masque en tout cas un écran, c'était à peu près 1 watt. Donc c'était il y a quelques années. On ne retrouverait peut-être pas forcément le même résultat aujourd'hui, en tout cas, mais on avait ce petit sabot de consommation qui était régulier et qu'on avait sur l'ensemble des sites qu'on pouvait analyser. Donc cette petite consommation qui ne sert à rien et qui est simplement de l'énergie perdue et du coup de l'impact environnemental pour rien. On le voit par exemple sur un deuxième cas que là j'ai repris sur des mesures qui ont été réalisées, où ici on voit qu'un GIF par exemple qui est mis en background, donc sur un Slack, continue à consommer alors qu'on n'est pas devant. Donc ça veut dire que ce GIF qui vient faire une animation, et bien en plus il est en continu, un GIF animé, ben voilà, c'est pas une vidéo que vous arrêtez à un moment donné. Ici, on est bien sur quelque chose qui se poursuit et qui continue à consommer alors que vous n'êtes même pas devant. Donc, quand vous avez des GIFs dans vos Slack ou dans d'autres outils qui ne gèrent pas cet arrêt des traitements, alors que vous n'en avez pas besoin parce que vous n'êtes pas devant, eh bien, vous avez cette consommation résiduelle qui est là, un peu comme un sabot de consommation que vous ne maîtrisez pas en tant qu'utilisateur, parce qu'il n'a pas été prévu par le concepteur. Voilà. Et on avait fait une petite étude qui montrait que 50% des applications, donc mobiles, continuent à effectuer les traitements après la fermeture de l'application. Donc, parfois, c'est pas très gourmand, c'est vraiment pas grand-chose, mais parfois, c'est beaucoup plus important que ce qu'on imagine et qui peuvent vider aussi l'autonomie de votre smartphone, voilà, alors que vous pensez que vous avez une bonne autonomie, probablement, et alors que finalement, vous avez en background quelque chose qui continue à tourner derrière. Un autre élément, c'est réduire, adapter la taille des contenus riches. Bon, rien de très innovant, mais en même temps, c'est important de le dire parce que c'est forcément des sujets qui ne sont pas forcément très complexes à gérer. Et surtout, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait en général. Alors, bien sûr, on peut compresser, décompresser un support numérique pour éviter de faire transiter une image de 1 méga qui peut se compresser en 100K ou 200K, ou un JavaScript ou un autre élément qui va être constitutif de la page. Néanmoins, attention, quand je le mets, vous voyez, je mets des petits bémols, la compression et la décompression n'est parfois pas forcément utile. Pourquoi? Parce que quand vous allez compresser, ce que vous allez finalement optimiser, c'est surtout ce qui va finalement être dans votre réseau. Donc là, vous allez effectivement diminuer l'impact sur le réseau. Par contre, cette compression-décompression va occasionner un traitement en amont et un traitement en aval. Donc, est-ce que j'ai besoin de cette décompression? Et de cette compression, ça va dépendre du taux de compression que vous allez avoir, parce que si vous faites passer 990K plutôt que 1 méga, on va dire, eh bien, vous n'avez probablement pas gagné grand-chose alors que vous avez fait un traitement de part et d'autre, de compression et de décompression, qui finalement n'est pas optimum au regard du gain que vous allez avoir côté réseau. Vous allez finalement dégrader côté serveur et côté client. Donc attention à finalement compresser, décompresser des assets, donc des éléments constitutifs de vos services numériques qui vont être des bons candidats à la compression. Système de cache à gérer pour ne pas recharger lors d'une prochaine visite. Forcément, si vous avez des endroits où vous passez souvent dans un parcours, vous revenez sur votre page d'accueil, vous revenez sur le panier, vous revenez sur un endroit qui est régulièrement utilisé, ces assets-là, c'est tous ces éléments qui constituent, on va dire, la page. Une fois que vous les avez chargés une première fois, ça paraît intéressant finalement de ne pas on va dire, les recharger une deuxième fois. Voilà. Quand vous faites aussi, vous utilisez le backspace, vous refaites un retour arrière vers votre navigateur, ça veut dire que vous êtes déjà venu sur la page. Attention à ne pas recharger toute la page. Il y a peut-être des éléments à recharger, des éléments de contexte, ou alors pour des raisons de sécurité, vous pouvez avoir des choses à recharger. Mais d'une certaine manière, attention à ne pas finalement faire le travail 2 fois. Là, vous allez finalement occasionner un trafic supplémentaire, un traitement supplémentaire puisque vous rechargez, vous réaffectez la ressource sur la page d'une certaine manière que vous venez d'aller chercher, retourner chercher sur le serveur. Et donc, attention, ici, il faut bien gérer le cache, il faut lui donner, bien sûr, un temps, un délai, donc de bien gérer le header avec le timestamp qui permet de dire ce contenu-là, il ne faudra pas le recharger à chaque fois que je viens jusque telle date, voilà, etc., etc. Donc, il faut lui donner une durée, de péremption, on va dire, de ce contenu, mais bien géré pour éviter des allers-retours inutiles et des requêtes inutiles. Parfois aussi, on voit dans ces allers-retours beaucoup d'éléments qui ont déjà été chargés qu'on recharge une deuxième fois. Alors, parfois par maladresse, mais aussi parfois parce qu'on n'a pas fait attention, mais
dans des systèmes qu'on ne maîtrise pas, des composants extérieurs, il y a une même ressource qui est demandée plusieurs fois et qui fait que, eh bien, on peut avoir des éléments qui sont déjà chargés, pas forcément sur les images, mais sur d'autres éléments qui sont des JavaScript, par exemple, ou des polices, qui vont être finalement chargés plusieurs fois, alors qu'on n'a pas besoin de les charger plusieurs fois. Adapter la taille du contenu au device. Vous voyez ici, vous avez un exemple, vous avez trois types de devices différents avec trois capacités d'affichage différents, on pourrait même mettre des écrans beaucoup plus larges. Et donc forcément, vous n'avez pas besoin de la même précision dans l'image, en tout cas perçue par l'utilisateur, et donc pas la même taille d'image à télécharger en fonction des devices. Donc forcément, de la taille d'écran. Donc forcément ici, il faut avoir une stratégie de stockage d'images en centrale qui va vous permettre d'adapter ce support image en fonction du device qui vous demande finalement cette ressource. À partir du moment où vous aurez fait ça, vous aurez donc finalement acheminé le bon contenu vers finalement l'utilisateur sans avoir besoin finalement de lui mettre la grosse image alors qu'il est sur un petit smartphone avec un tout petit écran. Donc attention aussi à ça. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut tester et on peut savoir si on est sur un smartphone, une tablette ou un PC avant finalement de lui renvoyer le contenu. Et donc l'idée, c'est de tester la configuration pour pouvoir lui envoyer le bon contenu. On peut tester aussi la configuration, notamment du réseau, parce qu'on voit bien que quand on n'a pas un bon réseau, envoyer une grosse image, même si on est sur un PC avec une connexion de type mobile qu'on doit utiliser, qui est 3G, voire 2G, envoyer un gros contenu, ça ne sert à rien. Vous n'arriverez pas à le charger ou ça va être très long, l'expérience utilisateur ne sera pas bonne et vous allez occasionner finalement quelque chose qui n'a servi à rien finalement d'une certaine manière. Alors qu'à ce moment-là, l'utilisateur ne pouvait pas y accéder parce qu'il était dans des contraintes qui ne permettent pas de charger une image qui est un peu lourde, voilà, ou une vidéo ou un support en tout cas riche. Et donc attention, effectivement, on peut aussi tester le réseau, la qualité du trafic au moment où l'utilisateur fait sa requête pour pouvoir lui envoyer finalement quelque chose qui va être compatible finalement avec cette contrainte. Voilà, on peut même dégrader en disant au départ, je voulais t'envoyer une vidéo, mais finalement, je dégrade ça en image et j'explique pourquoi ce ne sera qu'une image, si on peut le faire, bien entendu. Hein. Si vous dites, je veux regarder un film, on ne va pas vous envoyer juste la bande, une image du film, ça, en tout cas, voilà. Mais on pourrait lui donner un message en disant que pour l'instant, sa connexion n'est pas compatible avec finalement une activité de streaming, une activité de lecture de vidéo. Mais on peut simplement, sur un message type vous avez une image et à un moment vous êtes en 2G, donc là il faut vraiment réduire au maximum la capacité d'interagir notamment sur des médias riches. On peut très bien imaginer envoyer un contenu texte en explicitant pourquoi on a envoyé un contenu texte qui remplace peut-être une image en lui disant le message qu'on veut faire passer à travers l'image. Ça peut en tout cas servir de palliatif pour finalement gérer cette contrainte qu'on ne maîtrise pas, mais aussi d'une certaine manière réduire l'impact environnemental que vous allez avoir avec votre utilisateur, parce que lui, il va mouliner, il va avoir une cellule radio qui s'ouvre beaucoup plus longtemps, il va y avoir aussi plus de paquets perdus quand on est sur des connexions dégradées, etc., etc. Donc, d'une certaine manière, vous allez occasionner des traitements qui vont être beaucoup plus dispendieux, beaucoup plus impactants pour l'environnement. Ne pas précharger les contenus riches. Alors, en fait, on a souvent tendance à dire attention à la vidéo, il faut essayer d'éviter, voilà. Il y a plein de choses qu'on peut dire sur la vidéo. Il y aurait un référentiel complet de bonnes pratiques sur la vidéo et effectivement, c'est des sujets qu'on peut traiter par ailleurs avec un propre webinaire à la vidéo. Bon. Ici, je vous en ai donné une qu'on rencontre pas forcément souvent, mais parce qu'aujourd'hui, effectivement, les gens ont bien compris que c'était pas pour l'accessibilité, c'était pas bon de lancer une vidéo automatiquement, même s'il y en a qui continuent à le faire, bien entendu. Mais il y en a beaucoup qui continuent à finalement précharger les vidéos en se disant bon, moi je veux que mon utilisateur, quand il va ensuite interagir avec ces vidéos, qu'on ait déjà chargé des choses, comme ça, quand il va démarrer ces vidéos, il y aura eu déjà du préchargement, il n'aura pas de latence. Donc c'est intéressant pour le confort utilisateur. Mais à quel prix, en fait? Parce que si vous avez une timeline de TikTok ou d'Instagram, etc., avec un préchargement de l'ensemble des vidéos, mais vous allez précharger des centaines de mégaoctets de vidéos dans votre timeline parce que finalement, vous aurez eu ce principe de précharger les contenus riches, notamment les vidéos. Donc attention, ici on est sur un site public d'une collectivité, eh bien la grosse partie de l'impact environnemental de cette page, c'est cette vidéo de 65 mégas qui se charge automatiquement, qui se précharge, alors que moins de 2% des gens vont la regarder. Donc, vous voyez le rapport de se dire, bon, je vais précharger, comme ça, je pense que quand les gens iront, ce qui n'est pas toujours le cas,
ils vont pouvoir regarder. Donc, on peut avoir des stratégies de chargement partiel, on peut avoir des stratégies pour éviter la latence, bien entendu. Donc, à éviter aussi, mais pourquoi pas, on peut dire, pour se dire, je veux garder quand même un confort d'usage, mais attention, le coût du confort versus le coût environnemental. Mais surtout, ne pas précharger toute la vidéo, sachant qu'en plus, très peu d'utilisateurs vont finalement vouloir accéder à cette vidéo. Donc attention vraiment à cette mauvaise pratique qu'on voit sur pas mal de sites. Vous ne le voyez pas en tant qu'utilisateur, mais les concepteurs doivent y faire attention parce que c'est un luxe qu'on ne peut pas forcément se permettre. En fait. Des services externes, on en voit de plus en plus sur les sites. Voilà, il y a plein de choses. On peut intégrer des cartos, on peut intégrer un certain nombre d'éléments qu'on ne maîtrise pas, qu'on va chercher. Alors, il y a des API qu'on va venir intégrer dans son site, des services externalisés. Et on se dit, bah voilà, je vais pouvoir, par exemple, ici, exemple, on peut intégrer un fil Twitter parce que on a un site plutôt statique avec ses offres, avec la présentation de l'entreprise, avec un certain nombre de choses. Et puis, toute la partie dynamique, des messages un peu plus d'actualité, de participation aussi à des sujets, à des événements, etc., dans lequel qui passent peut-être davantage par les réseaux sociaux. Et on pourrait se dire, bah tiens, si je pouvais montrer cette partie dynamique dans mon site à travers un fil Twitter que je vais réintégrer finalement dans ma page, bah finalement, je rassemble mes deux canaux, Internet et puis réseau social, pour montrer il se passe des choses finalement dans l'activité de l'entreprise. Eh bien, c'est intéressant, mais bien sûr, à quel prix aussi? Parce que vous ne maîtrisez pas ce service-là. Ou à peine, vous pouvez un peu le paramétrer, vous pouvez dire, plutôt que de ramener tous les tweets, ou mini tweets, c'est plus de 50 tweets, eh bien, je n'en ramène que 2, par exemple. Voilà. Ou j'en ramène pas du tout. Ben voilà, c'est la première idée, c'est de dire je le fais pas. Et puis, je peux effectivement faire quelques paramètres. Mais globalement, vous avez finalement peu de paramètres sur lesquels vous pouvez jouer. Et si vraiment vous voulez faire quelque chose, eh bien, finalement, vous n'avez pas vraiment la main pour optimiser, bien sûr, ou pour parfaire, on va dire, ce service externalisé. Et ici, derrière, vous multipliez le nombre de requêtes dans votre page, vous augmentez le temps de chargement, vous créez un impact énergétique un peu plus fort, vous allez avoir des kilo-octets quand bien sûr, plus vous chargez tweet avec les contenus riches, images, vidéos, vous chargez tout ça dans votre fil Twitter. Forcément, côté utilisateur, il n'a pas forcément demandé à bénéficier de cet apport qui pour vous est important, qui est de communiquer sur ce que vous savez faire, votre actualité. Mais lui, s'il charge 3 mégas de données, alors que finalement, s'il n'y avait pas ce fil Twitter, vous n'auriez aucune donnée supplémentaire, eh bien forcément, vous le surchargez pour quelque chose que lui n'a pas forcément demandé. Donc, attention, effectivement, à ces services externes, parce que derrière, vous ne maîtrisez pas le nombre de requêtes, vous ne maîtrisez pas un certain nombre de choses, et surtout, ce que vous ne maîtrisez pas, c'est l'évolution de ce service externalisé. Peut-être qu'un jour, il va être peu consommateur, mais peut-être qu'un autre jour, parce qu'une nouvelle version, parce que des nouvelles stratégies, etc., des nouveaux paramétrages qui, par défaut, du coup, vous remettent des paramétrages qui sont peu favorables pour votre frugalité ou votre sobriété, eh bien, vous allez avoir une consommation qui va dévier que peut-être vous aviez fait attention à un moment donné, mais finalement qui a changé, qui va venir redéséquilibrer votre page. Donc attention, ces services externes ne sont pas toujours facilement maîtrisables, que ce soit au départ ou dans la vie, finalement, et dans la durée de vie de votre service numérique à travers ce service. Attendre une bonne connectivité. On voit que de plus en plus, les utilisateurs se connectent en mobilité. Donc, attendre une bonne connectivité, c'est un peu clé. Si vous chargez des données en 2G, ici, on va prendre un impact d'un fichier de 100K en 2G ou en 4G, eh bien, on va avoir des informations qui ne vont pas forcément arriver à la même vitesse. Forcément, en 2G, ça va être beaucoup plus long. Et en 4G, ça va être beaucoup moins long, par exemple, ou en Wi-Fi. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On pourrait dire, bon, bah, c'est de la latence, je perds 40 secondes, 50 secondes, etc., etc. Mais en fait, ce n'est pas ça le principal problème quand on pense à frugalité. C'est que finalement, bah, vous allez pas satisfaire votre utilisateur en faisant cette connectivité, en essayant de charger ce fichier. Vous allez avoir beaucoup plus de paquets perdus avec ces connectivités-là. Et vous allez avoir un impact donc sur le réseau, la connectivité. Ça veut dire des données perdues, ça veut dire qu'il faut les relancer, ça veut dire qu'il faut les retrouver, etc., etc. Donc, on voit que déjà, vous allez avoir un impact sur le réseau, même si au départ, la taille est la même, elle est demandée, mais vous allez avoir cet impact au réseau. Et puis surtout, vous allez consommer plus d'énergie en local, puisque le temps de l'ouverture de la cellule, le fait de ramener ces données, va être beaucoup plus long pour effectivement en 2G qu'en 4G. Donc attention, ici, il y a 75% de différence de consommation d'énergie sur un petit parcours juste d'un envoi de données de 100K.
Donc attention, effectivement, alors c'est des mini-ampères, hein, c'est pas forcément des choses importantes, voilà, mais multiplié par des milliards de connexions, des centaines de milliards de connexions, eh bien, effectivement, ça arrive assez souvent qu'on repasse sur une connexion dégradée en edge parce qu'on est passé à un moment donné sur un endroit où on recevait moins, et pourtant on continuait ce transfert de données. Et bien ce transfert de données, il est coûteux à ce moment-là, puisque finalement il ne s'opère pas bien du tout. Et, voilà. Et donc là, on peut avoir des stratégies de dire attention, quand je détecte que je suis en danger, je ne fais pas de transfert de données. Ou je réponds attendez une meilleure connexion, parce que là, pour l'instant, c'est compliqué. Et ça s'explique très bien, les utilisateurs peuvent le comprendre. Adapter les couleurs. Je vais rester assez prudent parce qu'effectivement, derrière, ça dépend des technologies que vous avez derrière. Tous les écrans sur lesquels vous affichez ces couleurs ne vont pas finalement être aussi efficaces par rapport à ce que je vais vous dire. On va avoir des gains quand on est sur des écrans de type OLED, de type LED, OLED, qui ne vont pas consommer de l'énergie quand vous allez afficher un pixel noir, ou très peu d'énergie. Par rapport à d'autres écrans qui rétroéclairent on va dire l'ensemble finalement de ce que vous allez afficher et qui fait que qu'on soit en pixel noir ou blanc, globalement, ça n'a pas beaucoup d'influence. Par contre, sur des écrans de type LED, OLED, vous allez avoir ce type de sujet qui fait que derrière, un écran noir ne consomme globalement rien. Donc bien sûr, il faut mettre du blanc sur du noir pour écrire du texte, il faut mettre des contenus images dedans pour donner bien sûr des choses, mais si vous avez un fond noir, eh bien le thème sombre, eh bien, il va être utile en termes de consommation. Voilà. Donc là où je reste prudent, c'est qu'il faut faire attention. Il faut laisser bien sûr le choix à l'utilisateur ou détecter, si c'est possible, la configuration de l'écran de là où vous affichez pour pouvoir dire je vous ai basculé sur un thème sombre parce que je sais que vous allez réduire votre consommation. Ici, en l'occurrence, sur l'affichage d'une timeline de type Twitter, eh bien, on peut gagner 23% sur 30 secondes. Voilà, vous allez économiser 23% d'énergie, 23% de batterie, 23%, on va dire, d'impact côté utilisateur sur la partie énergétique, qui fait que derrière, voilà, vous allez réduire votre impact en prenant en considération le sujet des couleurs. Et en plus, cette variation va être encore plus forte en fonction de la luminosité que vous allez avoir et qui va faire croître aussi les grosses différences. Vous allez peut-être passer de 15% quand vous êtes à 50% de luminosité jusqu'à 35 ou 40% quand vous avez des cas où vous avez une luminosité à 100%. Donc, effectivement, des choses à regarder. Le nombre de trackers. Voilà. On voit de plus en plus de trackers de données un peu partout. On veut tout savoir sur vous. On veut vous envoyer, bien sûr, des bonnes publicités. On veut aussi savoir ce que vous faites pour améliorer vos parcours. Hein. Tout n'est pas négatif quand on vous traque dans ces applications mobiles ou web. Mais néanmoins, tout ça, c'est un surcoût. Donc, attention au tracking, attention à ce que vous mettez en place comme analytics. C'est sûr que c'est intéressant, c'est sûr que c'est bien de savoir, c'est sûr que ça vous permet d'avoir plein d'indicateurs très très sympathiques et très intéressants. Mais tout ça a un coût. Voilà. Voilà. Ici, c'est un exemple où on passe en temps de réponse, on perd en temps de réponse. Là, on perd, en gros, on double le temps de réponse à cause des trackers dans une page. Énormément de trackers. Des trackers qui sont, on va dire, des choses qui sont peut-être simples et qui sont peut-être assez basiques et d'une certaine manière pas très consommateurs, et puis des choses qui sont beaucoup plus consommatrices et qui ont peut-être moins de sens fonctionnel, ou qu'on aurait pu regrouper avec une fonctionnalité d'un autre tracker qui a déjà peut-être la donnée, mais qui a peut-être pas tout. Enfin voilà, il y a des choses probablement à regarder du côté des trackers pour avoir une vraie stratégie et ne pas mobiliser beaucoup de ressources côté utilisateur. Beaucoup d'allers-retours de requêtes aussi, puisque forcément ces trackers à un moment donné, eh bien on veut récupérer de la donnée. Donc ça veut dire que derrière il y a énormément de choses. On avait estimé qu'un tracker ajouté dans une application mobile, donc pas dans le web mais dans une application mobile, c'était en moyenne, c'est une moyenne statistique, à peu près 8,5% de consommation ajoutée sur le mobile de votre utilisateur. C'est qu'une moyenne, il y a des trackers qui vont moins consommer que d'autres, mais en moyenne, voilà à peu près ce que ça veut dire. Donc attention effectivement à ce sujet-là, parce que ça surcharge, parfois inutilement, parfois utilement, on peut peut-être optimiser ce genre de sujet. Challenger le besoin fonctionnel. Peut-être l'un des sujets les plus intéressants et les plus importants, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont passer par là. Si cette fonctionnalité n'existait pas, elle consommerait 0. Donc forcément, passer de 100 à 0, l'optimisation, elle est quand même assez incroyable et très forte. Donc il va falloir se poser des bonnes questions très très en amont. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette application? Est-ce que vraiment elle a une utilité? Est-ce qu'elle a du sens? Voilà, donc on peut se poser déjà plein de questions. Bon, passer le fait de dire ce site, il est vraiment utile, parce que voilà, il y a un besoin, et puis c'est mon modèle économique, ou c'est la représentation de mon entreprise. Il faut être sur Internet pour exister, donc je vais pouvoir effectivement l'intégrer. Maintenant, comment je vais exprimer la fonctionnalité que je veux faire? Donc, qu'est-ce qui va être utile dans mon site? Je vous ai donné l'exemple d'une carto. Une cartographie,
on sait qu'un composant cartographique dynamique va consommer de la ressource en local, il faut afficher, il y a des données qui vont transiter, etc., etc. Il y a plein de choses qui vont finalement faire en sorte que tout ça va consommer à plein d'endroits différents. Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est utile d'afficher une carto au moment où je demande de vouloir finalement dire voilà, je veux aller de Nantes à Blois en voiture, par exemple? Est-ce que j'ai besoin d'afficher la carto par défaut, y compris quand je mets mon parcours en disant je tape Nantes et je tape Blois? Ben non, pas forcément. Déjà, on peut l'afficher que si j'en ai besoin. D'ailleurs, on peut dire à l'utilisateur voir sur la carto. Ça peut être un petit bouton. Et puis, la plupart du temps, peut-être que l'utilisateur veut juste voir le cheminement. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'avoir 3 ou 4 itinéraires à afficher en disant le plus rapide, le sans péage, le moins de kilomètres, etc. Peut-être pas forcément, puisqu'on sait que 80% des gens vont prendre le plus rapide. Donc peut-être qu'on peut avoir pareil, un petit bouton qui dit cet itinéraire ne me suffit pas, je veux aller chercher d'autres itinéraires. Et là, je relance peut-être un petit calcul, mais d'une certaine manière, je vais sûrement opérer quelque chose qui va simplifier aussi, puisqu'on sait que la plupart du temps, les gens vont choisir le premier parcours. Donc, voilà. Donc, on peut avoir des stratégies comme ça pour éviter de faire des choses dont on n'avait pas besoin ou que l'utilisateur n'a pas demandé, mais on se dit, bon, allez, je lui mets la carto, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Bah, peut-être que j'en ai pas besoin du tout. Voilà. Parce que l'utilisateur dit, ah, je passe par là, je passe par là. Ah oui, tiens, j'ai besoin de savoir, je vais cliquer sur la carto parce qu'à un moment, j'ai besoin de points de repère. Donc voilà ce genre de sujet. Après, on pourra se poser la question, effectivement, est-ce que la carto, je l'affiche quand je suis dans une connexion dégradée? Donc on pourra se poser plein de questions eu égard à ce qu'on s'est dit avant, etc., etc. Donc attention, effectivement, la façon, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sera utilisable dans toutes les conditions ou comment ça sera utilisable? Et est-ce que ça sera utilisé, bien sûr, parce que derrière, on peut toujours se poser la question de est-ce que je rencontre mon public à travers finalement cette fonctionnalité que je lui ai mis à disposition. Donc il faudra un peu traquer comment l'utilisateur l'utilise ou pas. Si j'ai actionné une carto, non pas par défaut, mais en appuyant sur un bouton, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est que 10% des gens qui ont besoin de cette carto. Une bonne ergonomie pour accélérer ou simplifier. Voilà. Bon, là, je vous ai mis deux petits cas qu'on rencontre. C'est finalement aujourd'hui, dans le monde des applications mobiles, on peut avoir besoin d'avoir accès rapidement, mais c'est vrai aussi dans certains métiers où on a besoin finalement de faire quelque chose d'une main et on a une main avec le smartphone. Donc, d'une certaine manière, parce que je tiens quelque chose d'autre, parce que j'ai pas le choix, et donc d'avoir quelque chose à l'écran qui permette de facilement utiliser son matériel pour pouvoir faire des choses, sachant que j'ai une deuxième main qui fait autre chose, eh bien, on peut se poser des questions sur l'ergonomie d'accès finalement à l'écran sur lequel on va faire ces opérations. Donc, on peut penser, alors là c'est un cas assez simple d'illustration de l'ergonomie, mais pour montrer que la façon dont on va utiliser le service, la manière dont on va l'utiliser, eh bien on peut se poser des questions pour savoir où je mets mes contenus, où je mets mes interactions, comment j'interagis avec mon service qui va se retrouver sur un téléphone. Et puis, comme on voit de plus en plus ce sujet, mais avoir la capacité de prendre en compte le fait que souvent, je n'ai pas besoin de balayer l'ensemble d'une fiche ou l'ensemble d'un produit ou toutes ses options ou l'ensemble des choses quand je sais que je veux l'acheter, quand je sais que je n'ai pas besoin de faire énormément de parcours pour arriver à dire je veux l'acheter. À un moment, ça peut être fatigant d'avoir à balayer 4 ou 5 écrans pour activer finalement le bouton d'achat. Par exemple, dans le cas d'un bouton d'achat, mais ça pourrait être sur d'autres choses, des options, par exemple, dans un parcours d'achat d'un billet de train ou d'avion, eh bien, d'avoir un bouton rapide qui me permet de dire non, non, mais ça ne m'intéresse pas, hop, c'est là-haut et je vais très rapidement. Je vous ai dit tout à l'heure que la durée d'un parcours était importante pour l'impact qu'on va générer côté utilisateur. Sa bonne compréhension, la rapidité d'exécution va permettre aussi, effectivement, de réduire cet impact environnemental. Réduire le nombre de requêtes, c'est plus technique, mais aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de requêtes dans une page, mais aussi on peut les rassembler pour éviter de faire plein de requêtes, alors que certaines requêtes, on peut les rassembler, même si derrière, ça peut occasionner des traitements peut-être plus lourds, il va falloir derrière compresser des choses, décompresser, qu'importe. Le fait de dire on rassemble des éléments à demander, eh bien, va nous permettre de gagner beaucoup de choses. On va gagner sur le réseau, parce que derrière, on va réduire les allers-retours, on va réduire du coup les trames qu'on va faire circuler sur le réseau, à la fois à l'entrée quand on demande, mais aussi au retour quand on reçoit. Et puis on va gagner partout, puisque derrière, moins de requêtes envoyées, eh bien c'est du temps gagné en chargement, c'est de la consommation d'énergie, puisqu'on va regrouper un certain nombre d'éléments. Vous allez ouvrir moins souvent la cellule radio, par exemple sur un mobile ou sur un PC, quand vous êtes sur des connectivités de type mobile ou Wi-Fi. Voilà, et puis quelques autres éléments, par exemple sur la partie technique, sans rentrer trop dans le détail, mais
tout ce que vous faites bien qui va faire consommer moins de CPU côté serveur ou côté client va être une bonne pratique. La CPU, donc c'est la capacité de traitement, donc l'intelligence finalement qui va être embarquée dans vos processeurs, bah, plus finalement vous utilisez des fonctions techniques qui vont permettre de réduire cette CPU, et moins vous allez consommer d'énergie. Voilà. Donc forcément des bonnes pratiques, je vais dire de performance, de performance de temps de traitement de CPU vont être aussi des bonnes pratiques de sobriété numérique. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ce soit suffisant. Attention à faire attention en disant la performance égale la sobriété. Non. Là, je parle vraiment de bonnes pratiques de code. Quand vous utilisez moins de CPU, vous allez derrière utiliser moins de ressources derrière côté serveur et côté client. Et puis faire des bons choix sur les langages pour rester mais très haut niveau. N'utilisez pas des langages qui sont très consommateurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé de JavaScript. C'est un bon exemple. Il est très utilisé, notamment dans les pages web, pour pouvoir avoir une intelligence embarquée. Et il est facilement déployable, il est facilement, on va dire, opérable. Et donc, il fait foi aujourd'hui, globalement, dans l'intelligence qu'on intègre dans les pages pour faire des traitements. Néanmoins, attention, parce que forcément, derrière, ce langage est non compilé. Et aujourd'hui, la plupart des matériels qui vont utiliser ces JavaScript ne sont pas prévus, ou en tout cas, le langage est tellement haut niveau que le lien avec le matériel ne se fait pas bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gras, finalement, qui vont permettre d'avoir cette facilité pour pouvoir ensuite être interprété par le matériel. Et donc, tout ça consomme beaucoup. Donc, attention, vous n'avez pas le choix, vous n'allez pas envoyer de l'assembleur dans votre page HTML, on n'en est pas là, mais l'idée, c'est de dire chaque langage doit pouvoir être utilisé au bon endroit. Côté serveur, là où vous faites des traitements, l'utilisateur ne le voit pas, vous avez probablement moins de problèmes de déploiement de ce code. Et bien, d'une certaine manière, là, utiliser des langages qui sont beaucoup plus performants en termes de capacité de traitement, beaucoup plus économes sur les traitements qui vont effectuer. Et donc là, utiliser bien sûr des langages compilés qui vont permettre le plus possible, en tout cas, de se rapprocher du matériel. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de standard, mais c'est important de le dire parce qu'effectivement, derrière, tout ça va avoir un impact sur l'ensemble de la solution. Même si c'est technique, ça fait partie des choix qu'on doit faire. Ce n'est pas le seul critère. On ne doit pas prendre uniquement le critère de sobriété quand on choisit un langage. Bien sûr, il y a plein d'autres critères à prendre en compte, mais si on doit aussi choisir sur ce sujet-là, forcément, ça peut peser sur le fait de dire, eh bien, je dois choisir des langages qui vont me permettre d'être moins consommateur possible. La meilleure et la dernière des bonnes pratiques dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'est la mesure. En fait, ce n'est pas une bonne pratique, ça recouvre un petit peu la stratégie qu'on a prise chez GreenSpector de mesurer. Pourquoi, finalement, c'est peut-être l'une des meilleures bonnes pratiques. Tant qu'on n'a pas mesuré, on ne sait pas. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit en introduction. Maintenant, la mesure va permettre beaucoup de choses, y compris de découvrir de nouvelles bonnes pratiques. Voilà. Tiens, en mesurant ça, par rapport à ça, je ne savais pas, mais je consomme moins, ou j'envoie moins de données, ou je fais ça. Donc, on va pouvoir finalement mesurer, bien sûr, l'énergie, la consommation de données, la consommation de mémoire, de CPU, plein de choses, des métriques de flux, des métriques, on va dire, qu'on peut mesurer sur le matériel, parce que c'est là où ça consomme. Donc, à un moment donné, il faut aussi se poser la question de métriques standards, pas du carbone, bien sûr, qu'on va pouvoir projeter après, mais à un moment donné, il faut aussi avoir ces métriques qui sont des métriques techniques pour pouvoir ensuite voir l'influence qu'ils vont avoir sur la partie des indicateurs environnementaux. Et donc, ça va permettre aussi la comparaison dans le temps, qui est une bonne pratique dans l'éco-conception. C'est-à-dire que quand vous voulez éco-concevoir, si vous ne mettez pas sous contrôle cette consommation de mesures, comme je l'ai dit en introduction, vous pouvez appliquer les bonnes pratiques et vous êtes passé à côté d'un très très gros morceau. Et donc ne pas avoir vu ce gros morceau de consommation, eh bien vous ne pouvez pas dire que vous êtes rentré dans une démarche d'éco-conception, même si vous appliquez un référentiel de bonnes pratiques. Vous aurez engagé des moyens, mais peut-être pas des résultats. Vous serez peut-être passé à côté de quelque chose qui est très important. Donc c'est très important de mesurer vos développements, les fonctionnalités que vous rajoutez, des services externes, etc., pendant finalement toute votre phase de fabrication et ensuite dans son évolution. On va donc pouvoir piloter les dégradations et les améliorations. Tiens, j'ai mis en place telle pratique qui doit normalement m'apporter un gain. Tiens, elle m'apporte effectivement un gain de 20% sur le nombre de requêtes, sur un certain nombre d'indicateurs que je vais pouvoir du coup piloter et que je vais pouvoir aussi assurer en disant, tiens, cette bonne pratique, je vais pouvoir maintenant l'appliquer sur toutes mes pages. Par exemple, ça peut être aussi quelque chose qu'on peut avoir comme ça. Comparaison avec les autres. Voilà, forcément, vous pouvez dire, tiens, comment je me situe par rapport aux autres applications mobiles? Comment je me situe par rapport aux autres qui ont commencé à publier des éléments sur des indicateurs plus ou moins haut niveau? Donc, on va pouvoir se comparer aussi avec les autres.
on va pouvoir mieux se projeter en termes environnementaux, puisque si vous fiabilisez votre mesure de consommation locale et ce que vous percevez de ce qui se passe côté réseau ou côté data center, ou que vous mesurez côté data center, ou côté réseau c'est plus compliqué à mesurer, eh bien, d'une certaine manière, vous allez mieux projeter en disant, voilà, je consomme telle énergie, je consomme telle part de smartphone dans sa phase de fabrication que je vais pouvoir projeter. Eh bien, tout ça, mesuré, bout à bout, vous allez pouvoir avoir une projection environnementale qui est fiabilisée. Voilà. Et forcément, à un moment donné, c'est aussi un indicateur haut niveau qui permet aussi de communiquer, de pouvoir se dire, voilà, j'ai fait le travail sur l'ensemble d'un indicateur environnemental, un des indicateurs environnementaux, bien sûr, pour pouvoir ensuite me communiquer sur mes efforts, communiquer sur mon engagement à la réduire, par exemple, alors que c'est plus difficile de dire, je vais réduire mon énergie. L'énergie ne suffit pas à communiquer, il faudra d'autres indicateurs. Dire j'ai divisé par 2 ma mémoire, c'est bien, mais est-ce que par ailleurs vous n'avez pas augmenté la consommation de CPU ou d'autres choses? Donc attention effectivement, avoir une bonne métrique de projection, des bonnes métriques avec un bon modèle bien sûr de projection, ça vous permet d'avoir des projections fiabilisées quand vous voulez parler des indicateurs environnementaux. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit, vous allez avoir la détection des surconsommations. Vous ne maîtrisez pas tout, des composants externes, des contenus qui évoluent, des choses que vous ne maîtrisez pas, parce que beaucoup d'intervenants, beaucoup de choix à faire, eh bien, au plus tôt, dans le processus de fabrication et de conception, vous allez pouvoir identifier ce qui surconsomme. Voilà. Voilà, je vous ai mis quelques liens. Si vous voulez vous mesurer, vous avez un lien qui s'appelle le Mobile Efficiency Index, qui est un outil de mesure d'un site web que vous allez pouvoir utiliser. Vous avez aussi pas mal d'articles sur notre blog que vous allez pouvoir regarder si vous le souhaitez pour poursuivre. Il y a des articles techniques, il y a des articles qui sont plutôt de la sensibilisation. Donc n'hésitez pas en tout cas à regarder ces différents sujets. Voilà. Il est 16h30, donc je n'ai pas laissé beaucoup de place aux questions, mais si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je peux y répondre, en tout cas, sans problème. Voilà, donc j'ai autorisé les caméras et les micros pour tous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser directement vos micros, vos caméras. Sachant qu'il y en a qui étaient. C'est pour ça que je me sens. Je vous ai mis les liens, en tout cas, si vous voulez vous mesurer sur le Mobile Efficiency Index, si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, vous aurez un petit rapport. Ah, je vois que Nathalie a quelque chose à nous dire. Oui, je Bonjour Nathalie. Bonjour. Quand on n'est pas du tout technique et que on est, on va dire, que fonctionnel, est-ce qu'on peut déjà avoir une action ou la mesure, c'est l'élément de départ et puis après on peut interagir ou on peut mettre en place des bonnes pratiques au niveau fonctionnel qui vont quand même rajouter quelque chose, mais parce que moi, la notion de mesure, c'était quelque chose que je me suis posé comme question et je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait faire. Parce que finalement, dans un site Internet, il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent de mesurer l'ensemble du site Internet. Donc là, vous avez fourni un outil. Mais Ouais. moi, je suis pas technique du tout. Donc en fait, je vais pas avoir des réflexes de technique. Mais au niveau d'éco-conception fonctionnelle, ça va plus me parler, on va dire. Oui. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des outils qui existent dans les navigateurs qui vous permettent déjà de voir un certain nombre de choses, mais ils sont quand même orientés techniques. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce mindset, j'allais dire, un peu technique, qui vont vous permettre de rentrer dedans. Mais pourquoi pas, on peut le faire. Néanmoins, dans le fonctionnel, il y a beaucoup plus de choses. Alors, il y a la mesure, bien sûr, tout au long du projet, mais ça, vous pouvez le mettre en place avec des gens qui sont plus techniques. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément vous qui allez faire cette prise de mesure. Par contre, cette prise de mesure vous intéresse, vous, en fait. C'est-à-dire que peut-être que la manière d'utiliser un outil qui va vous permettre de faire des mesures, alors ça peut être des indicateurs de type CPU, de type mémoire, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'énergie, nous c'est ce qu'on propose, mais vous pouvez avoir des outils qui vous donnent des éléments qui vont vous permettre d'avoir des tendances intéressantes, même si vous n'allez pas jusqu'à un niveau très, très précis et qu'on ne parle pas d'énergie en fait d'une certaine manière.
vous allez pouvoir commencer à rentrer sur des indicateurs qui sont, même s'ils sont techniques, mais à un moment donné, c'est du matériel, c'est ça qui va être joué, utilisé. Au moins, ces métriques-là, vous allez avoir des tendances. Je m'améliore, tiens, je suis mieux sur cette page-là que sur celle-là. Vous allez avoir des tendances. Tiens, pourquoi je suis meilleur sur cette page-là alors qu'elles se ressemblent? Et pourquoi pas commencer à creuser? Est-ce que c'est du fonctionnel? Est-ce que c'est de l'implémentation? Vous pouvez commencer à avoir le débat avec des gens qui sont techniques, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? On n'est pas sur l'application de bonnes pratiques techniques, on est sur le fait de dire, tiens, c'est bizarre, ça consomme plus qu'autre chose, ou ça consomme plus qu'avant. Donc là, on n'est pas du tout dans la logique je dirais, de la technique. C'est plutôt du bon sens. D'une certaine manière, je vois qu'un des indicateurs qu'on a pris pour la mesure augmente ou est supérieur à quelque chose que j'avais en tête, à un repère de ce que consomme une page, j'en sais rien. Et vous allez pouvoir déjà commencer à avoir un peu de sentiment pour pouvoir juger de ce quelque chose. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué. Et il faut que la mesure soit mise en place par les gens qui sont finalement dans l'instrumentation, j'allais dire dans le testing. La mesure, c'est du test finalement. On teste quelque chose. On teste finalement les ressources qu'on utilise. Donc forcément, ça demande peut-être au moins, on va dire, une compétence de testeur. J'aurais tendance à le dire comme ça. Voilà. Donc qui est un peu technique, mais qui reste quand même finalement, voilà, qui a besoin forcément d'un setup, parce que pour être testeur, ça demande de savoir comment je teste, de savoir lancer un test, de savoir etc., etc. Mais en tout cas, on doit pouvoir être capable il y a aussi des outils qui existent qui peuvent simplifier votre accès à cette information. Maintenant, à un moment donné, si on veut rentrer dans un projet où on veut vraiment mettre en place ça, il faut vraiment mettre en place des outils de mesure. Ce n'est pas vous qui les mettez en place, mais par contre, vous pouvez demander à ce qu'ils soient mis en place pour que vous puissiez juger de la pertinence qu'une fonctionnalité n'est pas surconsommatrice. Donc là, on est déjà dans le projet. Je crois que le plus gros des impacts, il se situe quand même au moment où vous devez avoir l'intuition que certaines fonctionnalités peuvent être un peu lourdes, où vous pouvez demander une information sur une fonctionnalité, où vous pouvez vous dire, est-ce que cette fonctionnalité est vraiment utile ou pas? Ce que je disais tout à l'heure, c'est une bonne pratique. Et là, c'est plutôt du bon sens. Ça, c'est utile ou pas? Posez-vous la question, on est en train de se faire plaisir ou vraiment ça va être utilisé? J'ai un persona qui est là, on dit tiens, il va utiliser ça, mais vous êtes sûr qu'il va l'utiliser? Je challenge parce que ça, je pense que c'est un peu lourd. Vous me demandez, tout à l'heure, j'exprimais la carto. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette carto? Moi, je l'ai vu encore sur un site hier, sur une conférence pour l'Université de Pau, qui a la conférence qui était. Il y avait une des sites de l'invitation, et j'avais 3 sites différents, et dont une carto, qui était dans le site principal de l'Université de Pau, qui disait, voilà, rendez-vous. Moi, je demandais juste le programme, et on me mettait une carto interactive, je ne sais plus si c'était une map Google ou pas, qu'importe, mais qui arrivait, qui me permettait d'interagir rapidement, elle était dans ma page, avec le programme. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une map? Je ne suis pas sûr. Éventuellement, je peux mettre une petite photo en disant vous voulez nous rejoindre, cliquez là. Si vraiment vous avez besoin de vous repérer dans l'espace pour savoir où vous êtes, prendre les transports en commun, j'en sais rien. Mais vous n'en avez peut-être pas besoin. Et là c'est votre rôle en tant que fonctionnel de dire mais est-ce que j'ai vraiment besoin de cette map là est-ce que j'ai besoin de cette fonctionnalité? Qui va l'utiliser? Pourquoi? Je sais que c'est un peu lourd une map, voilà, parce que j'ai une interaction, j'ai probablement des requêtes avec, etc. Donc, la plus grande difficulté, c'est pour vous, en tant que fonctionnel, de savoir quel va être l'impact de cette fonctionnalité. Est-ce que ça va être lourd ou pas? Et là, je suis d'accord que là, c'est bien d'avoir quelques points de repère, peut-être de vous familiariser avec certaines choses, peut-être de dire, tiens, ça c'est plus lourd que ça, ou de demander à des techniciens, de dire, tiens, est-ce que c'est pas lourd, ça, et ils vont peut-être dire, bah tiens, si tu veux, je peux te faire un petit prototype, hop, on fait ça. Ah oui, ça génère 50 requêtes, ça fait ça. Oui, tu as raison, c'est lourd en fait. Ça fait plein de choses, mais par contre, c'est cher, d'une certaine manière. Au niveau impact, ça a un coût. Donc là, vous arrivez avec des arguments pour dire, bon, si en plus, j'en ai pas vraiment besoin, que c'est lourd, là, ça vaut le coup vraiment de discuter. Voilà. Mais en termes fonctionnels, c'est pas facile, parce que même si je dis que c'est pas technocentré, on a quand même besoin d'avoir une connaissance de la manière dont ça se gère au niveau technique, d'une certaine manière, puisque forcément, à un moment donné, il y a un lien qui se fait entre une fonctionnalité et sa représentation sur le matériel. Donc forcément, il faut comprendre comment ça se passe, mais il y a beaucoup de bon sens derrière quand même néanmoins, d'acculturation à ce sujet. Mais à un moment donné, on a peut-être besoin d'avoir un mécanisme finalement de mesure, de prise de repères, de remesure aussi. Et donc ça, il faut peut-être l'instrumenter avec des gens qui vont être capables de vous mettre en place ces outils de mesure, pour que finalement, vous puissiez avoir dans la continuité, quelque chose qui vous parle et qui vous permet d'avoir ces points de repère, finalement. Voilà.
ça consomme beaucoup, ça ne sera pas toujours utile. Bon, attendez, là, il faut vraiment qu'on se pose la question. Et là, vous arrivez avec des arguments pour challenger finalement le besoin fonctionnel. J'ai le droit de poser une autre question? Le temps est dépassé, c'est pour ça que je... La deuxième question est beaucoup plus chère, hein, mais allez-y. Non, c'est bon, allez-y. Non, par rapport au CMS classique qu'on utilise, type WordPress, etc., en fait, c'est des choses où on maîtrise pas grand-chose. En fait, il y a plein de choses derrière, mais on maîtrise pas grand-chose. Et pourtant, c'est ce qui est le plus utilisé. Moi, ça m'interpelle beaucoup parce que les gens vont faire en plus à leur sauce, ils vont utiliser des couches d'extension et puis d'extension et d'extension. Et finalement, le site, il est lourd. Oui. Oui, voilà. Donc là, on revient sur le fonctionnel. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser une extension ou pas? Bon, ça, c'est toujours se poser la question parce qu'on sait que chaque extension va apporter de la lourdeur, va apporter, va peser. Donc, toujours se poser la question. Après, nous, on sait que les CMS peuvent apporter énormément de confort dans la contribution, plein de choses, de multilangue. Enfin, il y a plein de choses qui vont être utiles et tout refaire, c'est complexe. Donc, je ne mets pas de côté les CMS en disant n'utilisez pas des CMS. Bon, j'ai déjà vu plein de gens qui disaient n'utilisez pas les CMS et attention, c'est lourd, machin. Bon, c'est compliqué souvent pour faire autrement. On n'a pas toujours les budgets pour faire du spécifique à 100%. Enfin, il faut trouver le bon rapport économique, impact, etc. Donc, on peut utiliser des CMS. Nous, on a vu des utilisations de CMS qui apportaient des résultats, mais vraiment super. Parce qu'il y a eu des thèmes qui ont été choisis, il y a eu des choix fonctionnels qui ont été faits, des choix graphiques, plein de choix qui ont été faits, qui font que derrière, oui, le CMS apporte une forme de lourdeur, mais apporte aussi beaucoup de gains par ailleurs, de temps. Donc, attention à ne pas tout mettre en disant c'est mauvais, c'est pas bien, faut pas le faire. Moi, je dirais il faut faire avec. On l'a fait nous, pour tout vous dire. On avait un site statique, on est passé à un CMS. Alors que notre site statique, oui, consommait probablement 2 fois moins. C'est beaucoup 2 fois moins. Mais on avait un site très optimisé. Par contre, au quotidien, je peux vous dire qu'il y a des gens qui se arrachaient les cheveux pour pouvoir contribuer sur ce site. Ouais, donc, à un moment donné, il faut trouver le bon équilibre. Parce que si fonctionnellement, vous ne répondez plus aux besoins, à un moment donné, ça ne marche pas. Il faut trouver le bon équilibre. Donc, on a décidé et on l'optimise régulièrement parce qu'on voit qu'il y a des choses. Tiens, là, voilà. Et là, on repasse parfois du petit développement spécifique, des petites choses qu'on veut optimiser. Et comme on ne trouve pas forcément les bons composants, on ne trouve pas forcément les bonnes extensions, eh bien, soit on les trouve, on optimise, et soit on redéveloppe des petites choses où on dit non, on ne le fait pas. Voilà. Donc après, c'est des choix. Mais en tout cas, on peut pas dire oui, ça va forcément apporter une couche de consommation supplémentaire. Maintenant, il y a des très très bons frameworks, des très bons CMS qui ont été complètement optimisés et qui vont permettre derrière d'avoir finalement une gestion quand même très frugale de votre service numérique. Et c'est quoi ces CMS? Moi, je connais un collectif qui s'appelle Translucide, qui fait des sujets pas mal. Il y a des CMS sur WordPress, il y a du Gutenberg, il y a un certain nombre de choses. Alors, nous, on n'est pas des spécialistes de WordPress, hein, mais par contre, dans chaque CMS, on doit pouvoir se poser la question, et peut-être que parmi les gens qui sont autour de la table, il y a des gens qui ont expérimenté soit des CMS avec une certaine forme de sobriété. C'est vrai que nous, on a finalement peu travaillé sur des CMS de type site web simple. On l'a fait pour nous, donc on s'est posé pas mal de questions. Voilà, donc en tout cas, il faut en cherchant un petit peu, on arrive à trouver un peu de littérature sur le sujet. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que toute la littérature est bonne à prendre. Il faut bien sûr avoir un esprit critique, mais en tout cas, il y a plein d'éléments qui nous font dire qu'on peut utiliser un CMS et faire attention derrière, à plein d'endroits. Hein, voilà. On embarque une lourdeur supplémentaire, probablement, parce qu'on veut aller chercher du fonctionnel qui nous importe beaucoup. Et forcément, derrière, eh bien, on embarque aussi plus, probablement, que de raison. Et donc, après, on n'a plus la main, comme vous dites, sur pas mal d'éléments, mais on a aussi la main sur pas mal d'autres. Et puis, on n'est pas obligé d'être bon tout de suite. On peut se dire, bon, j'ai pris ça, mais je sais que je pars avec quelque chose d'un peu lourd, et dans le temps, je vais voir comment je peux améliorer un ensemble d'éléments. Voilà. C'est le choix qu'on a fait, sortir un site un peu plus rapidement, et on sait qu'on a fait quelques erreurs. Et on en a corrigé déjà. Voilà. Merci beaucoup. Et ça me fait moins peur parce que en fait, ouais, ces CMS, en fait, je trouve ça lourd et puis un peu l'iceberg, et finalement, avec des bonnes pratiques, on arrive à faire des choses bien. Donc, ok, bonne chance dans vos travaux en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les 3 minutes qui restent? Il est déjà 45, donc normalement on aurait dû déjà finir, mais allez-y, je peux prendre une dernière question si vous avez. Bon, il me semble que tout a été dit. Bon, je n'aurais pas cette prétention, mais en tout cas, oui. En tout cas, c'était complet. Oui, un participant nous a demandé si vous pourrez nous faire passer votre présentation Tout à et, fait. et la rendre téléchargeable après. Bon, on regroupera un peu plus tard les vidéos et les présentations aussi qui seront téléchargeables. Voilà, si Je suis pas on sûr que je peut les puisse mettre avoir, un ce serait très bien. PDF. Ouais. Je pense pas que je puisse mettre un PDF dans le Teams, là, mais bon, je vous l'enverrai, puis je vous laisserai. Ouais, vous me l'envoyez. Je vous laisse attendre. Regardez, je vais vous laisser mon email. Comme ça va aller vite. Hop. Voilà, Voilà, je la prends et je vous envoie un mail de suite. parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous en tout cas, et bonne Merci chance à tous. dans vos projets de conception responsable de sites et d'applications. Voilà. Parfait. Bonne fin de Au journée. revoir, merci à tous d'avoir participé aux rencontres numériques. Merci.